À quel point les États-Unis sont-ils en guerre contre le monde entier? On a parlé de l'Europe, mais en réalité, le monde entier est quand même très maltraité. Jusque dans la liste, on va entrer dans l'aspect parfois un peu loufoque de la liste, mais qui montre à quel point, tout à l'heure sur ce plateau, Thierry Breton disait sûrement qu'ils ont fait ça sur un coin de table. Ils ont noté des pays, fait leurs calculs. Alors regardons la liste, parce qu'il y a d'abord les îles Heard et McDonald. Moi, je ne connaissais pas l'existence de ces îles. On va en reparler parce qu'elle est surtout habitée par des manchots, pingouins. Je ne sais pas si on dit manchots ou pingouins. Je suis assez nul dans leur distinction, pardon aux manchots et aux pingouins. Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a été upgradé en pays, c'est un État dans leur esprit. Bon. Et Taïwan, c'est le premier document de l'histoire du gouvernement américain qui référence Taïwan comme un pays à part entière, en violation totale de la subtilité et l'ambiguïté stratégique et rhétorique sur ce sujet depuis la création de la One China Policy, parce que les Chinois refusent absolument qu'on définisse Taïwan comme un pays. Et là, dans ce document-là fantastique, il y a liste de pays, 4e ou 5e sur la liste, Taïwan. C'est la première fois, et on permet quand même de voir un point de plus, un bénéfice, même dans cette catastrophe. Tellement loufoque que les Chinois n'ont pas relevé ce point et n'ont pas réagi. Oui. Pendant tout ce temps, ils tournent autour de Taïwan en faisant des exercices militaires. Oui. Mais je pense sans que réussir. les Taïwanais s'inquiètent parce que ils comprennent qu'ils ne seront jamais défendus par les Américains. Oui, il y a la théorie effectivement de l'amateurisme ou du coin de table. Je pense qu'il y a peut-être autre chose. C'est que c'est une forme de brutalisation supplémentaire. C'est d'infliger ça au monde et de mélanger territoire, pays, département et de faire ça avec un calcul qui, d'un point de vue économique, n'a, si j'ai bien compris, pas énormément de sens, avec une division entre du déficit et des exportations, ce qui donne ces chiffres sur lesquels les économistes se sont arrachés les cheveux en essayant de comprendre. Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'est-ce qu'ils ont exactement contre Saint-Pierre-et-Miquelon? Je sais même pas. Heard et McDonald's, c'est 0. Pour le coup, vous l'avez dit vous-même, c'est des manchots. Donc 10%. Regardez le succès, il faut s'arrêter un instant là-dessus, parce que ça dit beaucoup, comme vous dites, de cette espèce de brutalisation du monde, où il y a un tel mépris qu'ils mettent sur le même plan des vraies nations et cette île de Heard and McDonald. Alors, il faut dire ce qui est. Cette île, elle appartient à l'Australie, mais de manière très théorique. Il faut regarder sur la carte où elle se trouve. Je ne sais pas qui aurait pu ici la situer. Voilà leurs habitants. Voilà, amitié aux manchots de l'île Heard and McDonald. On ne sait pas combien il y a de manchots. 65 000 km². Il y a seulement des chercheurs qui se baladent là. Il n'y a aucun port, il n'y a même pas une usine, rien, il n'y a même pas un village, ils ont un domaine, ils ont un nom de domaine, c'est .hm, si on veut créer un mail à leur attention, si on veut leur écrire. Et regardez tous les mèmes qui ont été faits sur le sujet, là c'est l'avalanche, le mème BD d'abord, où on voit que les manchots traitent, y compris avec Elon Musk, qui essaye de négocier un petit peu leur avenir. Regardez, faites-nous la traduction, allez. Penguin Trade Delegation, c'est la délégation du commerce des pingouins des îles Heard et McDonald. Qu'est-ce qu'ils se disent? No krill, no deal. Krill, c'est leur nourriture. C'est leur plancton, oui, c'est des espèces de petites crevettes. Voilà. Oui, le capitalisme du plancton, oui. Et puis Musk, il dit « Nobody knows trade like I do ». Personne ne comprend le commerce comme je le fais. Penguins love me. Les pingouins m'adorent. Voilà, notre PIB, c'est 12 poissons et un caillou qui brille. Voilà, cet autre même, regardez, c'est Trump qui s'adresse aux pingouins en disant « Il faut que vous alliez payer vos taxes sinon », et les pingouins qui disent « Nous irons faire nos affaires ailleurs ». Et il y a ce même-là qui a eu un énorme succès. C'est le pingouin qui prend la place, mon Dieu, de Zelensky dans le bureau ovale, avec Vance qui sans doute lui dit il va falloir remercier beaucoup plus que ça. Regardez Sylvie Berman ça fait rire Sylvie Berman au moins, ça fait au moins vous êtes bonne cliente Sylvie Berman, j'aime bien ça. Et là, ça vient des Ukrainiens d'ailleurs, parce que les Ukrainiens ont développé une détestation de ces deux personnages, Trump et Vance. Et ça m'étonne pas qu'ils aient produit ce même-là qui sert dans leur esprit à pointer l'incompétence à laquelle ils sont confrontés et les conséquences très très graves que celle-ci a sur le terrain. Et regardez le même suivant, parce que là on découvre que l'humour rejoint les sujets les plus graves. Il y a les tarifs pour les pingouins, mais il n'y a pas de tarifs pour Poutine. Et effectivement,
La Russie est la grande absence de la liste. La Russie n'est pas dans la liste. Mais c'est parce qu'il y a des sanctions. Si vous êtes un importateur à New York et vous voulez importer des produits de Russie, c'est impossible. Ou des produits de Cuba. Cuba n'est pas sur la liste non plus. L'Iran n'est pas sur la liste non plus parce que c'est des pays sous sanctions. Tous les pays avec lesquels il n'y a pas de commerce, parce que précisément il y a des sanctions. Donc qu'est-ce que vous voulez taxer les Russes? Oui, mais qu'est-ce qu'on voulait taxer sur l'îlot Manchot? Il n'y a rien du tout non plus sur les îlots Manchot. Il faut taxer les. Non, en revanche, l'Ukraine a été taxée, on a vu la liste hier, l'Ukraine a été taxée qu'à 10%. Et la grande surprise, a le tarif préférentiel, celui qui est appliqué aux Britanniques. Et la grande surprise pour le président soi-disant le plus philosémite, le plus pro-israélien de l'histoire américaine, c'est 17% de droits de douane sur le grand allié Israël. Et c'est très intéressant de voir les dialogues internes de la droite. Par exemple, un commentateur conservateur que votre audience ne devrait pas connaître, mais que beaucoup d'Américains connaissent, Matt Walsh, qui est vraiment une puissance sur les réseaux sociaux monumentale, s'est exprimé à plusieurs reprises en disant « Je suis pour qu'on arrête les financements de tous les autres pays, même Israël ». Et l'avènement de Trump à la tête du Parti républicain, c'est vraiment donner une puissance à ces voix qui, il y a encore un an, étaient complètement inaudibles. L'idée qu'on devait lâcher l'aide aux Israéliens ou encore plus leur imposer des droits de douane n'existait pas, encore moins au sein du Parti républicain. Ici, aujourd'hui, ça commence à être la norme. Et ça, parce que sur ce panneau, on parle bien de réciprocité. Donc des pays comme Israël, comme tant d'autres, appliquaient eux-mêmes des mesures douanières. Et donc, à la suite de ces déclarations, les premiers, Israël étant ceux, ils disaient en fait, on va abaisser nos barrières douanières, si vous ne nous appliquez pas, c'est 10%, c'est 17%. Et à la suite de ça, en Ontario, au Canada, comme au Mexique, ils vont dans le sens de l'abaissement plutôt que de la guerre et de la surenchère systématique. Donc je pense que c'est effectivement l'effet à obtenir poussé par... Et ce que Trump veut, c'est que ces Israéliens, il y a déjà beaucoup d'Israéliens qui sont partis aux États-Unis à cause de la guerre, mais il veut que ce mouvement se poursuive, parce qu'ils veulent en fait que toutes les intelligences européennes ou israéliennes du monde, en fait, viennent s'installer et investissent aux États-Unis. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs, ou à tous les industriels. Mais pourquoi vous continuez à fabriquer en France ou en Allemagne, etc. Venez fabriquer aux États-Unis. C'est ça son calcul. Est-ce que ça va marcher? Et pendant ce temps-là, on continue à tuer en Ukraine, Poutine continue à faire ce qu'il veut, la paix n'avance pas du tout, et tout ça... Ça, c'est pas de la faute de Trump, c'est non, la faute mais le cinéma trumpien continue, et pendant ce temps-là, on tue sans un Pour le moment, soit à Gaza ou ailleurs. Oui, Poutine traîne les pieds, absolument. Voilà, et Poutine n'en fait qu'à sa tête, et là, Trump a dérivé l'attention sur ces histoires de droits de douane. Bon, du coup, on est tous là-dessus. Il avait menacé d'ailleurs Poutine de droits de douane il y a quelques jours, quelques semaines. Des sanctions secondaires, exactement, en disant parce qu'ils sentaient clairement que Poutine traînait un petit peu des pieds, c'est vrai. Sauf que les sanctions secondaires, elles visent pas la Russie, elles visent les pays qui achètent des produits à la Russie. Oui. Donc c'est eux qui sont pénalisés d'abord. Dans la série des gens les plus heureux, j'ai lu que l'homme le plus heureux actuellement, c'est Mike Waltz, qui est le conseiller national à la sécurité nationale, qui était au cœur du Signal Gate. Vous savez, c'est cette fuite où tout le monde parlait, il faisait partout. Et l'histoire, ça c'est la technique. La vérité, c'est qu'il est en train d'être auditionné, donc c'est quand même pris au sérieux et qu'il y a des conseillers qui... Il va peut-être se faire virer quand même, ouais. Comment l'Europe va-t-elle réagir? Écoutez, Ursula von der Leyen, théoriquement, c'est elle qui doit centraliser, c'est ainsi que sont les traités européens, c'est elle qui doit répondre à Trump dans cette affaire. C'est elle qui doit faire des propositions pour que le Conseil européen réponde. Voilà, il est vraiment très spécialiste de ces affaires-là. Bravo. Écoutez Ursula von der Leyen. Nous sommes prêts à réagir. Nous sommes déjà en train de finaliser le premier paquet de contre-mesures en réponse aux droits de douane sur l'acier. Et nous nous préparons maintenant à prendre d'autres contre-mesures pour protéger nos intérêts et nos entreprises si les négociations échouent. Voilà, pourquoi ne pas aller tout de suite dans l'offensive? C'est-à-dire, on dit, on se prépare, on va discuter, etc. Il y en a un qui tape. Pourquoi est-ce qu'en face, on ne tape pas? Tout le monde n'a pas le même avis. L'Irlande, par exemple, qui a un système fiscal très favorable et qui abrite toutes les GAFA, n'a absolument pas la même idée sur la façon qu'il faudra maintenant taxer les fameux services. Donc, si on veut un conseil unanime, il faut prendre le temps de faire 27 Par construction, c'est vrai, l'Europe ne peut pas décider rapidement.
puisqu'il faut que 27 personnes se mettent d'accord sur les sujets de politique étrangère ou sur les sujets économiques, qu'une majorité importante, une majorité qualifiée se mette d'accord pour décider. Donc ça prend du temps, et c'est normal. Mais même si on pouvait le faire en une nuit, ça ne serait peut-être pas la meilleure chose à faire. Parce que la vérité, c'est que les États-Unis ont une force de frappe qui est bien supérieure à la nôtre, en tout cas sur les médias. Et surtout, sur un point plus qualitatif, il me semble qu'il est très important, dans une négociation avec le personnage de Donald Trump, de ne jamais le vexer, mais et de ne jamais l'humilier. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Attendez, permettez-le. Depuis, ça fait maintenant 24 heures qu'on dit, vous allez voir, l'Europe, il y a 450 millions, c'est vrai, il y a 450 millions de consommateurs en Europe, on est tout aussi fort, il n'y a pas de raison d'avoir peur, et dès qu'on entre dans le sujet, on dit, attendez, il ne faut quand même pas trop le heurter. C'est très simple, parce que Donald Trump, que ça soit par simulation ou par réalité, est totalement capable de faire sauter la baraque s'il se sent vexé. Il faut toujours lui laisser une porte de sortie. Et il y a des diplomates sur ce plateau qui peuvent me dire à quel point, qui peuvent parler de ce sujet avec infiniment plus d'autorité que moi. Il faut toujours lui laisser une possibilité. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas négocier comme ça. On ne peut pas avoir peur, on ne peut pas partir en ayant peur avant de négocier. Ça dépend de vos objectifs. Si votre objectif c'est de maximiser la rhétorique et la fierté nationale française, vous avez raison, effectivement, il faut taper dedans, etc. Si votre objectif, c'est de maximiser ou de minimiser plutôt l'impact sur les entreprises françaises, effectivement, la fierté va prendre un coup, mais si les résultats sont meilleurs à la fin de la négociation, on prend. Mais la moindre des choses, Darius, c'est de peser un peu les conséquences. C'est quand même la moindre des choses qu'on attend des dirigeants européens. Ce sont des problèmes très complexes. Vous avez d'ailleurs cité vous-même tous les secteurs. Et moi, je suis par exemple favorable mais je vous le dis comme ça, mais c'est ce qui me vient en tête, favorable à une taxation des services numériques qui arrivent en Europe. Mais évidemment qu'il faut réfléchir, qu'il faut que les experts de la Commission européenne, qui a le monopole de l'initiative en termes de décision européenne, nous proposent des choses mesurées, astucieuses, que ce soit pas contre-productif, qu'il n'y ait pas un effet boomerang contre nous. Et bien sûr, on a besoin de prendre du temps. Et pourquoi est-ce qu'on irait au rythme de Trump? S'il veut se précipiter, c'est son affaire. Nous, on a le calme des vieilles troupes. Mais d'abord, de mettre des taxes, c'est se tirer une balle dans le pied. Si de faire comme Trump, c'est se faire autant de mal qu'il va faire aux consommateurs américains. Donc, c'est pas forcément la bonne réponse. Réfléchir. Il faut évidemment montrer quelques muscles, parce que sinon, il n'aime pas non plus les gens qui s'écrasent, Trump. Il ne faut pas l'humilier, mais il n'aime pas les gens qui s'écrasent. Donc, il faut trouver des choses qui lui fassent un peu mal quelque part. Et je pense qu'effectivement, la taxation du numérique, qui sont ses fameux copains, c'est une bonne idée, parce que déjà ce sont les cocus de l'affaire quand même, ils ont mis au pouvoir Trump et aujourd'hui ils passent à la caisse, et donc ils sont pas très heureux. Si en plus ils doivent avoir des représailles européennes, ils seront encore plus malheureux. Donc l'arroseur arrosé que sont ces grands chefs du numérique qui ont cru trouver une solution avec Trump à la réglementation européenne, là, peut-être que ça leur... Est-ce que c'est déjà la division? Écoutez Starmer, parce que les Anglais, en réalité, sont déjà en train de lâcher l'Europe, c'est-à-dire on dit on est tous ensemble, etc. Non, on n'est pas tous ensemble. Comment vous dites? Pour changer. Ah, regardez, il y a eu la petite minute d'anti-germanisme avant, et maintenant on est dans la petite minute anti-anglaise. Voilà, on sommes français après tout. Ouais. Bravo, tous va y passer. Ils ont et que maintenant, 10%. Effectivement, ils ont que 10%, et eux sont très arrangeants avec Trump. Écoutez Starmer. We are taking a... Nous adoptons une approche calme en agissant dans l'intérêt national. Et l'intérêt national est de poursuivre nos négociations en vue d'un accord avec les États-Unis sur lequel nous avons fait de grands progrès et de veiller à ce que nous travaillions avec les secteurs et les industries les plus touchés. Et le choix qui s'offrait à nous était de nous lancer directement dans des mesures de rétorsion ou de poursuivre notre approche calme en essayant de négocier un accord qui atteignerait les droits de douane. Je pense que la deuxième voie est la bonne. Comment est-ce que vous expliquez la différence de ton? On a entendu Emmanuel Macron qui a dit infondé, brutal, et là on a l'anglais tout doux qui dit non mais... So British. Oh. Et j'ai vécu à Londres, donc je les connais bien. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont toujours dit qu'entre le grand large et le continent, ils choisiraient le grand large. Et là, c'est la preuve, effectivement, de cette recherche d'une entente avec les États-Unis, même quand ça ne marche pas très bien, parce qu'ils n'ont toujours pas obtenu leur accord de libre-échange, qui est une des priorités depuis le Brexit. Et c'est ça qu'ils essaient, effectivement, de préserver.